Bonsoir, et puis merci d'être là pour m'écouter. Vous êtes un peu plus nombreux que l'année dernière. Moi aussi. Ouais. Bon, je vais pas vous faire un concert là, peut-être après, on verra. Je vais vous faire une conférence sur l'archéologie, et plus précisément sur des sites... Attendez, j'ai mes cheveux. Des sites qui ont été récupérés par des pouvoirs politiques. Je vais vous expliquer pourquoi ils le font et puis comment ça se passe. Parce que oui, les vieux tas de pierres, c'est très utile aux hommes politiques. Alors déjà, est-ce qu'on peut dater ce phénomène? Est-ce qu'il y a une origine précise à la récupération par les pouvoirs politiques de vestiges anciens? Alors en fait, le procédé est tellement universellement répandu que ça paraît assez difficile à déterminer. Et pour commencer cette conférence, bien avoir en tête que la plupart des pouvoirs souhaitent s'ancrer dans une tradition glorieuse. C'est un moyen pour eux de montrer leur légitimité, qu'ils incarnent une continuité, qu'ils vont assurer l'ordre et qu'il a perduré jusqu'à maintenant, ou restaurer un ordre ancien. Parce que c'est bien connu, c'était toujours mieux avant. Sauf, oui, car toutes les règles ont leurs exceptions, sauf pour un empire, rare contre-exemple, mais très emblématique, l'URSS. L'URSS est un régime qui a basé toute sa propagande sur la modernisation de la société, comme étant la fin de tous les archaïsmes. Mis à part cette expérience soviétique, les pouvoirs politiques manipulent les symboles, les symboles historiques pour revendiquer des traditions communes et anciennes. Par exemple, chez nous, Marianne, symbole de la République, c'est ni plus ni moins que l'allégorie romaine de la liberté, reconnaissable à son bonnet phrygien, qui est censé être celui que portaient les esclaves affranchis dans l'Antiquité. Si ça vous intéresse, Manon Bril sur sa chaîne C'est une autre histoire qui a fait une très belle vidéo sur Marianne. Et continuons, à Paris. L'Assemblée nationale est située dans un bâtiment inspiré d'un temple romain. On célèbre les victoires militaires sous l'Arc de Triomphe, en remontant les Champs-Élysées, qui est une référence au paradis des guerriers antiques. Donc tout évoque un passé glorieux et idéalisé. Bon, moi je vous demandais de faire un petit effort là, je vous demandais d'oublier les symboles et les allégories qui sont trop communs et qui après tout remplissent leur rôle. Les symboles sont faits pour être récupérés et manipulés. On va s'intéresser à des objets qui n'ont pas pour vocation d'incarner des programmes politiques, les sites archéologiques. Alors déjà, c'est quoi un site archéologique? C'est une trace, c'est une trace plus ou moins visible de présence humaine passée. C'est pas forcément un bâtiment. C'est une trace conservée dans le sol ou dans le paysage, comme ici. Là, vous êtes dans de l'archéologie, qui nous livre des informations sur la société qui l'a produite. Un site archéologique, ça va du simple trou dans le sol avec un tesson de poterie, du squelette de bison autour d'un feu de camp. Ça peut être aussi un château en pierre, ou bien encore une cité de pierre perdue dans la jungle. Vous vous doutez bien que pour un pouvoir politique, quand il s'agit de se faire mousser dans le genre « c'est nous qu'on est les plus forts », eh ben on va préférer quelque chose d'un peu classe. On se tourne alors vers les civilisations anciennes et leurs sites emblématiques, car les ruines sont des sources très précieuses de réappropriation. Précieuses car des ruines majestueuses évoquent facilement la grandeur passée qui a su résister, plus ou moins bien, à l'usure du temps. Précieuses aussi car ces ruines sont muettes. Imaginez quelqu'un qui est très habile en communication, il pourra leur faire dire ce qu'il veut à ces ruines, les enrober d'un discours qui sert sa cause, et puis s'en attribuer tout le prestige a posteriori. Bon, mais cette démarche, elle n'a rien d'extraordinaire, elle est même très banale dans l'histoire de l'archéologie. Les ruines ont toujours été le sujet de très nombreux fantasmes. Autour du mystère de leur construction, attribué parfois aux extraterrestres, comme j'avais pu en parler ici l'année dernière, évoquant facilement une contemplation nostalgique, mais aussi d'autres types de fantasmes politiques, cela. On imagine alors une filiation ethnique, nationale, voire raciale, entre les bâtisseurs antiques et la société contemporaine. Et on tord, si besoin, complètement la réalité. Donc là, je vais passer à des choses plus concrètes
Je choisis des exemples dont vous connaissez forcément les noms. Les mieux lotis en matière de vieux tas de pierre, ce sont les Italiens. C'est pas compliqué, ce sont eux qui ont inventé le béton il y a 2000 ans. Résultat, le pays est couvert de bâtiments romains encore debout. Mussolini, fondateur du fascisme, qui prend le pouvoir par un coup de force en 1922, base toute sa propagande sur le rétablissement de la grandeur de Rome. Il proclame même le rétablissement de l'Empire romain suite à sa conquête de l'Éthiopie en 1936. Alors pourquoi je vous parle de l'Éthiopie là? Parce que c'est un triomphe militaire qu'il veut digne d'un empereur. Alors quand on veut marcher dans les pas des empereurs antiques, type Auguste, Trajan, le plus facile c'est de restaurer l'image de la Rome antique, ou du moins l'image que Mussolini s'en fait. Il va donc lancer des fouilles immenses dans le centre-ville, dans la zone des forums impériaux. C'est l'endroit où vous mettez forcément les pieds quand vous arrivez à Rome pour la première fois. Il va faire détruire tous les bâtiments qui encerclent les ruines et qui gênent sa mise en scène. Il va également faire construire une avenue entre sa résidence privée et le Colisée, qui s'appelle la voie des forums impériaux, sur laquelle vous marchez aussi forcément si vous allez à Rome. Donc il installe un décor à la mesure de son ambition. Il ne fait pas que ça, hein. Il installe des statues, il fait édifier de nouveaux bâtiments qui sont aussi inspirés de l'Antiquité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la dictature fasciste a totalement façonné la ville actuelle et notre vision de l'Antiquité, en créant certes un vaste site archéologique, mais avant tout un site à la gloire du fascisme. Deuxième exemple emblématique, plus récent mais moins connu dans le monde occidental, il s'agit de la récupération politique des cités antiques du Moyen-Orient. Elles sont l'œuvre une nouvelle fois de deux pouvoirs autoritaires, celui du Shah d'Iran, Mohamed Reza, et du président irakien Saddam Hussein. Alors, vous là, vous allez être l'Iran avec Mohamed Reza. Vous là-bas, vous allez être l'Irak avec Saddam Hussein. Pays voisin. Et puis vous au centre, je ne sais vraiment pas quoi faire de vous. On n'a qu'à dire que vous êtes le Koweït et vous avez encore 10 ans et après, il va falloir fuir. Alors, le premier, en Iran, fait restaurer les ruines de Persépolis, capitale de l'Empire perse achéménide. Et il y célèbre en grande pompe en 1971 les 2500 ans de l'Empire perse. Donc c'est l'Iran ancien. Alors pourquoi d'un coup ça lui prend? Je vous expliquerai après pourquoi. Cette cérémonie, elle a été filmée. Vous pouvez en voir quelques extraits sur YouTube. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit le chat. Je ne sais pas s'il y a des enfants là. Il y a des enfants? Non. Bon, mais quand même, un chat, c'est un roi. Hein. C'est pas un animal, sinon l'histoire va être très 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 bizarre après. Donc, Mohamed Reza se place devant la tombe du fondateur de l'Empire perse, qui est Cyrus le Grand. Il faut imaginer, c'est un mausolée, donc c'est un immense bâtiment en pierre. Il est face à ce mur de pierre, il s'adresse à Cyrus le Grand directement. Il lui dit « Oh, Cyrus, grand Cyrus, roi de tous les rois, nanana, nanana. » Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi des militaires qui sont déguisés en soldats d'Antiquité avec des fausses bas en plastique à bouclettes noires qui défilent en tenant des répliques de navires antiques à échelle 1. Tout ça, c'est du plastique aussi. Et tout ça défile devant les dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre de l'époque, Chaban-Delmas, qui est très enthousiaste durant cette cérémonie. Bon, la question c'est pourquoi célébrer l'Antiquité en 1971 et en inventant une date anniversaire? Alors ça peut paraître sans rapport, mais c'est parce que Mohamed Reza se fait de plus en plus critiqué par le parti islamiste et qu'il veut contrer son influence. Alors je vais vous faire un petit rappel du contexte, parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre, et ce serait dommage. Dans les années 70, plusieurs pays du Moyen-Orient sont dirigés par des dictatures plutôt à l'occidental, c'est-à-dire qui revendiquent la modernité au niveau économique, militaire. Et les élites perçoivent leur pays comme rétrograde, c'est-à-dire qu'elles s'opposent aux valeurs traditionnelles, et donc aux valeurs de la religion et de l'islam. Mais ça, c'est une partie de la population, classe dirigeante, l'élite. Il y a tout le reste. Les populations opprimées par cette dictature et qui trouvent dans le parti islamiste une structure qui leur permet de lutter contre le pouvoir autoritaire. Et d'ailleurs, les islamistes iraniens, avec l'aide du soutien populaire, vont réussir à virer Reza
en 1979, bye bye Reza, soit 8 ans après sa grande fiesta à Persépolis. Célébrer l'Antiquité pour Mohamed Reza, c'est un moyen pour lui de nier l'influence de la religion sur son pays. Et oui, parce que l'islam naît au 7e siècle après Jésus-Christ, 1000 ans après l'Empire perse. Donc en paradant dans les ruines de Persépolis, Reza sous-entend en réalité, nous, les rois d'Iran, étions là avant. Nous sommes donc plus légitimes que vous, les religieux, pour gouverner. Là, vous avez le fin mot de l'histoire. Et bien, le même procédé est utilisé par le pays voisin, l'Irak, par Saddam Hussein, qui prend le pouvoir en 1979 et qui déclare la guerre un an après, en 80, à l'Iran. Pourquoi? Ah non, mais c'est renvoie à la balle. Et ben Hussein, il lutte également, il a les mêmes ennemis que Mohamed Reza, les islamistes iraniens. Et pour lutter idéologiquement contre eux, il va faire le même truc, il va déterrer un vieux site archéologique. Alors, en Irak, c'est le berceau de la civilisation urbaine. C'est là où sont nées les premières villes. Donc des sites archéo, il y en a des tas et des tas. Mais le choix du dictateur va se concentrer sur une ville particulièrement appropriée, Babylone. Alors pourquoi Babylone? Déjà parce que les ruines sont majestueuses. C'est déjà ça. Ensuite parce qu'elles sont antérieures à l'islam. Bingo. Et enfin, petite particularité de Babylone, elle a été rasée par les Iraniens durant l'Antiquité. Donc, en restaurant Babylone, Saddam Hussein montre qu'il restaure la puissance de l'Irak et qu'il ne craint pas les Iraniens, à qui il a déclaré la guerre. Donc c'est vraiment un coup de pression militaire, symbolique, historique. Bon, dernier exemple. Dernier exemple, plus léger, moins guerrier et français, celui-là. Glozelle. Glozelle, c'est un site en Auvergne. C'est écrit G-L-O-Z-E-L. Alors peut-être que ce nom vous est familier, je ne sais pas. Mais il s'agit d'un célèbre faux site archéologique monté de toutes pièces par un amateur dans les années 20 qui a voulu faire croire à l'invention de l'écriture sur le sol français durant la préhistoire. Alors pour rappel, l'écriture c'est 3500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Comment on le sait? Parce qu'on a retrouvé des tablettes d'argile avec des petits signes cunéiformes. Donc cet amateur là, il s'appelle Monsieur Fradin, il fait la même chose. Il fabrique des tablettes d'argile et il grave des signes géométriques. Il les met dans son champ avec de la poterie pseudo-préhistorique. Cette affaire, elle a fait long feu. Franchement, on s'est tapé tout le XXe siècle. Et les plus grands spécialistes de l'époque, donc des années 20-30, y ont cru. L'abbé Breuil, par exemple, le pape de la préhistoire, celui qui a décrit en premier Lascaux, qui était prof au Collège de France, il y a cru à l'époque. Mais bon, l'abbé Breuil était un métier de taré, de toute façon. Non, ce que révèle cette histoire, c'est pas... Enfin, ce qui est intéressant plutôt, c'est pas tant qu'un petit malin ait trafiqué des tablettes d'argile et les ait planquées dans son champ, en l'occurrence, c'est plutôt que la presse française ressorte l'affaire en 2014 en laissant planer le doute sur l'authenticité de la découverte. Alors ce magazine, je vais vous laisser deviner le nom, titrait donc « La bataille de Glozelle, l'affaire Dreyfus de l'archéologie ». L'écriture, une invention française. Mais de quel magazine peut-il bien s'agir? Valeurs actuelles. Ouais, Valeurs actuelles qui titrait le 2 octobre 2014, la bataille de Glozelle, tatati tatata. Alors, je ne vais pas vous raconter en détail cet article, hein, vraiment. C'est plus intéressant de vous expliquer comment sont traitées les données archéologiques dans ce type d'article, parce qu'il y en a plein d'articles comme ça. Parce que, paradoxalement, sur les 3 pages qui sont dédiées au site dans le magazine, il n'est jamais question d'archéologie. L'archéologie n'est qu'un prétexte pour discuter des notions d'origine, de race et d'attribution de l'invention de l'écriture via des procédés scénaristiques dignes d'une enquête judiciaire. Alors dans ce cas-là, quand ça arrive, quand on tombe sur ce type d'article, la clé pour savoir
Si ce qui vous est raconté est douteux, c'est de regarder sur quelle publication s'appuie le journaliste pour faire son enquête. Là, en l'occurrence, c'est des publications des années 20-30, soit la date de découverte du site. Donc, ça fait près d'un siècle, l'archéologie a fait quelques progrès depuis. Et puis rapidement, en fin d'article, il y a une petite citation de publication de 95, mais quelques lignes. Bien dommage, parce que 95, c'est précisément la date du rendu final du rapport par le ministère de la Culture sur ce site. Et les résultats sont sans appel. Les objets de Glosel, dont les fameuses tablettes d'argile, sont des contrefaçons. Les archéologues, les linguistes sont formels. Les signes qui apparaissent sur ces tablettes sont empruntés à un alphabet, l'alphabet phénicien, qui date du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Mais aucun groupe de signes ne fait sens. En fait, M. Fradin, tel un enfant de 5 ans qui ne sait pas encore bien écrire, a simplement imité des signes qu'il voyait sans en comprendre le langage. Après, il y a plein d'autres choses qui font qu'on sait que c'est un faux site et que Valeurs Actuelles ne mentionne pas, évidemment. Par exemple, on a retrouvé des petites fibres de tissu teintées aux colorants artificiels. On a aussi trouvé des racines, des petites racines, des rhizomes, qui avaient été mis volontairement dans la tablette. Alors pourquoi ils se sont emmerdés à faire ça? C'était pour faire croire que les tablettes avaient passé un temps assez long dans le sol pour que des végétaux puissent infiltrer la matière et donc qu'on puisse croire que ça datait de la préhistoire. Et enfin, on a retrouvé aussi dans les poteries qui entouraient les tablettes des traces de colle moderne. Donc entre les colorants artificiels, la colle moderne, l'alphabet du 4e millénaire avant Jésus-Christ, on est de toute façon très loin de la préhistoire. Donc c'est quoi en fait ce site? C'est un atelier de verrier médiéval. C'est très intéressant, super chouette, mais ça n'a rien à voir avec l'invention de l'écriture. En fait, ce que révèle cette histoire, c'est le rôle qu'on attribue à l'archéologie et dont se servent les politiques. On apprend en archéologie, lorsqu'on est européen, que tout ou presque vient d'Orient. L'agriculture, les villes, la poterie, la métallurgie, même les religions viennent de là-bas. En un mot, tout ce qui fait la grandeur dont on est censé être fier dans la rhétorique nationaliste. Savoir que tout ça s'est diffusé depuis un berceau lointain, qui plus est aujourd'hui habité par de prétendus adversaires à la civilisation européenne. Je cite le discours de Valeurs Actuelles. Ça plaît pas trop à certains. Et ce que montre aussi cet article, et qui est assez grave à mon sens, c'est qu'il est possible de construire une version alternative, archéologique elle aussi, qui soutient des idéologies, en remettant en question la science officielle, selon eux. C'est ce que font les nationalistes. Glosel et ses découvertes sensationnelles permettraient d'attribuer l'invention de l'écriture à l'Europe, mais même plus que ça, à la France, et surtout pas au Moyen-Orient. Et dans cette logique, on comprend pourquoi ils ont choisi l'alphabet phénicien. Ce sont les Orientaux qui l'ont piqué aux Auvergnats. Pas l'inverse. Ouais. Pour reprendre un peu les titres, là, pour s'amuser un peu. L'écriture, une invention française. Rien que ce titre est anachronique. Pensez qu'il n'y a serait-ce que 1000 ans, la France, c'était une notion assez vague. Donc ils érigent, comme le faisaient les historiens du 19e siècle, la France en une nation éternelle et immuable. Et à les lire, on a l'impression que les néolithiques ont gravé les tablettes en chantant la Marseillaise. L'affaire Dreyfus de l'archéologie. Affirmation bêtement racoleuse qui suit parfaitement la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles et plus généralement les discours partisans qui ne voient le passé que comme un outil politique. Donc vous l'avez compris, les sites archéologiques sont récupérés par les pouvoirs politiques dans la mesure où ils peuvent être érigés au rang de symboles. Ils doivent être pour cela visités, montrés, visités par les dirigeants surtout. En bref, investis d'une valeur symbolique spéciale. Et si pour cela, il faut les reconstruire, les remanier, les tronquer, leur donner une signification totalement anachronique, ainsi soit-il. Alors je terminerai en rappelant cela. S'intéresser à l'archéologie et à l'histoire, c'est pas simplement ingurgiter des connaissances. Ça doit être avant tout un exercice critique. Pourquoi vient-on parler de Glosel en 2014? Pourquoi un dirigeant rend hommage à une civilisation ancienne? S'intéresser aux usages de l'archéologie, c'est porter un éclairage sur les manipulations de certains
quand ils prétendent lire les vestiges en réponse à la politique contemporaine. Il faut lire, vulgariser, visiter les sites archéologiques pour se désintoxiquer de pas mal de discours partisans et ne pas se contenter de mythes portés par des colporteurs peu scrupuleux en quête d'identité nationale. Je vous remercie.